Bonjour et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver, surtout pour partager avec vous les cadeaux de Noël que j'ai reçus par mes proches. Ils m'ont ultra gâté. Je suis ravi de partager ça avec vous. La vidéo a mis un peu de temps à sortir. Pourquoi? Parce que j'ai profité de ces dernières semaines pour lire les trois quarts de mes présents. Donc ça me paraissait plutôt sympathique de vous parler de mes lectures au passage, au lieu de juste énumérer ce que j'ai reçu à Noël. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je vous souhaite de sortir plus souvent votre carte bancaire que votre carte vitale. Je vous cache pas que là, tout de suite, au moment où je tourne ma vidéo, j'ai fait une visite chez le médecin pour sortir celle-ci justement parce que je me tape un zona. Alors j'ai l'impression d'être double face, j'ai tout le côté droit enflé, complètement éclaté, mais j'ai envie de prendre le temps de parler avec vous et de passer un bon moment. Ça fait toujours du bien. On est parti. J'ai terminé l'année avec The Moon is Following Us de Daniel Warren Johnson. Mon frère m'a gâté, il m'a offert Murder Falcon. Oui, la fameuse réédition sortie l'année dernière. Donc je suis ravi parce que j'étais passé à côté du titre. Et en plus, là, c'est une réédition fort sympathique puisque format plus grand, il y a un épilogue, il y a des bonus. Top, vraiment top. C'est ma première lecture de cette année 2026 et c'est littéralement un coup de cœur. On a Daniel Warren Johnson qui depuis l'âge de 11 ans joue de la gratte, un fan de métal et plus particulièrement de heavy metal. Je ne citerai juste que Iron Maiden, pour le grand public, c'est celui qu'on connaît le plus. Ici, il se fait hyper plaisir avec son acolyte de toujours, Mike Spicer, qui travaillait aussi sur Do Powerbomb, Extremities aussi, qui va sortir, qui va être réédité cette année. Donc là, je suis trop content, je vais foncer dessus direct. C'est un véritable coup de cœur. Pourquoi? Parce que Daniel Warren Johnson a un thème récurrent dans ses titres, quelque chose de touchant, quelque chose qu'on peut tous malheureusement vivre, et avec une forme explosive du fantastique. Et là, il se fait plaisir avec Jake, ce personnage principal. C'est un guitar hero à part entière, même si au début du bouquin, on le découvre dans un moment de vie très compliqué. Il est en totale dépression, il a quitté son groupe de métal, il a quitté sa femme, et on se demande pourquoi il zone comme ça. Donc plus la lecture avance, plus on apprend un peu ce qui s'est passé dans le passé. Mais dès le début, il y a des espèces de monstres qui viennent d'une autre dimension, qui viennent attaquer la population. Et Murder Falcon, ce fameux personnage hybride à tête de faucon avec un bras en métal, débarque et demande à Jake de lui jouer un bon riff de guitare parce que ça le transcende et ça lui permet de botter des culs de monstre. Et ça, c'est jouissif. Daniel Warren Johnson, je vous apprends rien, dans la dynamique, dans l'énergie, il est très généreux. J'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans ses autres œuvres ou même de relire celle-ci, c'est un gros kiff. C'est un véritable gros kiff. Vous allez voir que durant ma petite présentation de cadeaux, il y a pas mal de thèmes récurrents, comme le côté un peu gigantisme, kaiju, monstre. Et il y a une double planche que j'adore de ce titre, qui pour moi résume assez bien l'œuvre de Daniel Warren Johnson, c'est celle-ci. On a ici quelque chose de dantesque, de fantastique, de d'intimiste en même temps. Il y a ce cri du cœur, ce fameux scream. Là, on voit tout le côté éprouvé et éprouvant qu'a vécu le personnage. C'est une œuvre majeure, je trouve, de ces dernières années. Donc, magnifique édition, un plus grand format. Jake est très attachant. Ce fameux métalleux qui va devoir affronter ces monstres à l'aide de son groupe qui va devoir reconstituer. Donc c'est marrant, il y a des espèces d'artefacts, même d'objets totems avec les instruments de musique pour pouvoir affronter ces monstres. Ça, c'est vraiment un récit formidable, un récit complet. Une œuvre en 8 chapitres accompagnée d'un épilogue et de bonus, que ce soit de croquis, même de couverture, hommage aux albums de heavy metal. Daniel Warren Johnson a mélangé toutes ses passions dans ce bouquin. Si vous voulez mieux apprendre à le connaître, il faut le lire tout simplement, quoi. Donc, trop content d'avoir découvert ce titre. Merci à toi, mon frère. Et je continue avec une autre œuvre sortie chez le Delcourt, une œuvre fantastique, horrifique, avec même du kaiju, avec Ultra Mega, tome 1. J'ai adoré cette lecture hyper prenante, hyper généreuse. C'est quelque chose quand même de très très horrible. Quand tu demandais à ta mère, soit
on mange des carbos ou des spaghetti bolognaise, bah, il y a un personnage là-dedans, il te mélange les deux, ça sort de sa bouche, c'est ignoble. Il y a pas mal de choses dégueu. J'imagine le dessinateur en train de dessiner, de dessiner les monstres là-dedans et je me dis, il est en train de vomir en même temps, c'est obligé, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Et tellement généreux comme œuvre, tellement généreux. Le premier chapitre est un chapitre dantesque. Souvent, on se dit, le premier chapitre est déterminant pour la suite d'un livre, d'un roman. C'est quelque chose qui doit t'accrocher direct. Et bah là, ils ont tout mis là-dedans. Ah, c'est un truc de malade. On a ici donc James Aren et Dave Stewart. Donc là, c'est une histoire de peste cosmique. En gros, il y a les êtres humains qui sont infectés par une saleté de virus extraterrestre qui fait que on se transforme. N'importe qui dans la population peut se transformer en une espèce de monstre, une espèce de kaiju. Alors ça devient surtout un kaiju quand il y a le héros qui a été choisi par cette espèce d'entité cosmique pour affronter ces fameux kaiju, pour affronter ce fameux virus. Ce guerrier choisi pour affronter ces kaiju, ces fameux êtres humains infectés, il s'agit de Jason. Et Jason, c'est un père de famille qui fait ça depuis des années avec deux autres personnes. Là, il y a une espèce de mère des abeilles, une mère kaiju qui se réveille et, et en lien avec notre cher Jason. Et il y a comme un air de bataille finale dès ce premier chapitre, le tout pour le tout. C'est violent, c'est gore, t'as peur pour tes personnages, même si tu fais connaissance avec cet univers et ces fameux guerriers. Premier chapitre dantesque, j'ai adoré. Donc je parlais de générosité, c'est hyper généreux, il y a des doubles planches euh, incroyables. Là aussi, par rapport à Murder Falcon, on a une énergie dans l'action qui est quand même à couper le souffle. Beaucoup de choses dans ce tome 1. Alors j'ai hâte de découvrir le tome 2, même si j'ai cru entendre, j'ai même vu des commentaires assez négatifs. Est-ce que l'attente entre le tome 1 et le tome 2 n'a pas été trop longue? Je ne sais pas. À voir, j'ai hâte de découvrir et de faire mon avis par moi-même. En tout cas, un magnifique cadeau, bien vu. Une chose que j'ai pas précisé, c'est que tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas fait de liste. C'est vraiment mes proches qui me connaissent un petit peu, et même qui me connaissent très bien d'ailleurs, qui m'ont agréablement surpris, quoi. Donc, ultra méga, tome 1. Je vais essayer de passer assez rapidement sur les titres. Je suis vraiment désolé, hein. J'ai la tête en plus comme un compteur. C'est une catastrophe. Je suis décalqué. J'ai l'impression d'être double face. Je dis, je vais tirer la pièce, pouf. Allez, pile, j'arrête la vidéo. Face, je continue. Ah, face, bien sûr. N'importe quoi. Donc, ultra méga, c'est trop cool. Vivement la suite. Prochain titre. Une nouvelle œuvre. Je suis trop content de la découvrir, celle-ci, parce que c'est une œuvre qui a été plébiscitée l'année dernière. C'est sorti début d'année 2025. Je crois que c'est adapté de romans. Il y en a eu au moins 6. J'attends une suite cette année. Donc je suis trop content. Surtout que là, c'est un récit complet qui se suffit à lui-même. Il s'agit de Beneath the Trees, Where Nobody Sees. On pourrait traduire par Sous les arbres, là où personne nous voit. De Patrick Horvat. Franchement, Kama, très belle édition, dos toilé. On a ici un embossage, je crois. Franchement, très surpris par cette œuvre. Je suis rarement attiré par les œuvres anthropomorphiques, mais là, je suis content d'avoir fait abstraction, et surtout que c'est un cadeau, et c'est un très beau cadeau. Il y a même un signet à l'intérieur pour marquer les pages. Vraiment, ils ont fait ça super bien pour tout dire, donc je suis trop content. Donc là, on est à Woodbrook, on suit cette fameuse Samantha, cette ours qui, depuis des années, habite dans cette petite commune américaine et qui tient un magasin d'outillage. Et une fois par mois, elle se fait une petite virée, une petite sortie, histoire de souffler un petit peu. Elle va dans une grande ville, et son truc à elle, pour décompresser, ben, c'est au hasard. Elle choisit une personne, et elle le trucide. Elle assassine. Donc on a affaire à une tueuse en série qui sévit depuis quelques années déjà. Je crois que c'est 25 ans. En apparence, elle a l'air mignonne, elle est appréciée de ses voisins, de ses amis. Et son petit monde va un petit peu être bousculé quand on va découvrir le meurtre dans sa petite commune d'un de ses co-citoyens. C'est une œuvre
qui est souvent comparé à la série Dexter, Dexter Morgan, avec Michael C. Hall. Alors ça, c'est vraiment une série que j'adore, que j'affectionne énormément, surtout les 4 premières saisons qui sont masterclass. La 5e aurait dû être la dernière pour moi, la 6e, c'est une catastrophe, ils ont fait n'importe quoi avec les personnages, et j'ai arrêté, tout simplement. Et la comparaison va juste s'arrêter au fait que la grosse différence entre les deux, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que Samantha, elle, choisit au hasard ses victimes, alors que Dexter Morgan, lui, il choisit des criminels, enfin ce qu'il estime être des criminels, donc il se la joue juge, juré, bourreau, et ce qui le rend un peu plus empathique. Là, Samantha, c'est une vraie tueuse en série, elle a pas du tout de morale, elle est éteinte niveau émotion, sauf là, il y a quelqu'un qui vient sur son territoire, ça met le bazar et ça l'embête. Ça se lit super bien, effectivement. On a ce contraste rigolo des dessins faits à l'aquarelle qu'on peut retrouver, je l'ai vu dans plusieurs critiques, hein, et c'est tellement ça. Euh, c'est des dessins à l'aquarelle qu'on peut retrouver dans des livres pour enfants. Donc il y a vraiment ce contraste avec les animaux et des personnages qui se font littéralement découper. c'est, ça me fait rire parce que c'est vrai que ce truc anthropomorphique fait passer un peu plus la pilule, mais c'est super bien fait, quoi. Et Woodbrook, voilà, pareil, ça me fait penser à Woodsboro, hein, Scream, c'est dès qu'il y a marqué le mot Wood dans une ville, en général, ça craint les mecs. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire, même si là c'est un récit complet, vous retrouvez la conclusion à la fin, surtout qu'il n'y a pas écrit tome 1 ni rien, c'est vraiment en faisant mes petites recherches que j'ai vu il y aurait une suite. Beneath the Trees, Where Nobody Sees, chez Ankama, magnifique œuvre qui se lit très rapidement, et en même temps très rapidement parce qu'il y a un rythme vraiment très agréable, et avec des petits twists et tout, donc vraiment top de suivre cette tueuse en série, Samantha. Histoire d'avoir une lecture un peu plus légère après ce Beneath the Trees, je me suis fait un petit cadeau à moi-même, parce que j'avais un peu de retard. Knuckles, une histoire de Sonic. Donc là, pour les 30 ans de Sonic, ils ont sorti pas mal d'histoires aux États-Unis. Donc là, Vestron, via son label Vesta, nous a sorti 3 albums sous ce format-là. Donc bien sûr, accès plus centré sur la BD jeunesse. Donc je suis trop content parce que Knuckles c'est quand même un personnage assez marrant, assez taciturne, qui parle de lui un peu à la troisième personne, qui a un sacré ego. Et donc là on le retrouve dans cette BD, 48 pages, une histoire longue, une histoire courte. Je suis trop content, j'ai soutenu cette démarche de sortir les Sonic en BD parce que là je suis ravi, parce qu'il y a les comics Sonic qui sortent tout juste, donc je vais pouvoir me plonger dessus, et je suis trop content parce qu'elles n'étaient plus éditées depuis longtemps. Je crois qu'elles étaient éditées à l'époque par Glénat. Et là, Sonic the Hedgehog Knuckles, il est en train de surveiller son émeraude, comme d'habitude, et il décide de sortir un peu de sa routine et de s'occuper de l'une de ses récentes rencontres, une de ses récentes amies, et il décide tout simplement d'aller la former. Voilà, donc c'est un coach intéressant, donc beaucoup d'humour, un peu d'action, c'est très feel good, c'est très chill, c'est très léger, très sympathique. Et l'année prochaine, au printemps prochain, on continue avec ces albums grand format chez Vesta, et là il s'agira de Amy Rose, euh, une histoire plutôt cool, douce et rose, voilà, plutôt sympathique. Sega, c'est plus fort que toi. J'enchaîne avec 2 titres que j'ai pas encore lus. J'ai commencé tout juste. Là, c'est mon padré, sous les conseils de madame, qui m'a fait ce très beau cadeau. Je m'y attendais pas. Il s'agit de Batman Chronicles, le volume 1 de l'année 1990. C'est sorti fin février 2025. Et justement, il y a le volume 2 qui va sortir également fin février 2026. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Franchement, c'est chouette de se replonger dans cette époque-là. Il y a un beau boulot de fait éditorial dessus, surtout. Je vous invite d'ailleurs, c'est peut-être déjà le cas, déjà fait, à regarder la vidéo, même les vidéos de notre ami Jolto Comic sur sa chaîne, parce qu'il revient dans un format page à page sur ses chronicles. La dernière vidéo en date, c'était pour l'année 1989 avec les 3 volumes. Donc là, c'est super intéressant. C'est vraiment chouette qu'ils prennent le temps de tourner ces vidéos. C'est une vidéo d'1 heure, d'une générosité, Jolto. Et j'en profite pour te remercier si tu passes par là, parce que tu es le premier à avoir mis en avant ma petite chaîne, donc c'est trop cool. Et là, Batman Chronicles volume 90,
Et ben on sort d'un contexte assez intéressant parce que Batman est toujours traumatisé par la mort de Jason Todd à cause du Joker. Là, Joker, ça faisait un moment qu'il n'était pas apparu, et là, on va le retrouver justement dans ce début d'année 1990. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers épisodes. Donc, c'était l'issue 444, je crois, et 445, où on suivait un méchant qui s'appelle le Cerveau. Un Batman aussi, 90, ben, qui arrive juste après le film de Tim Burton, 89. Donc là, on part sur un Batman plus sombre, plus urbain, euh, plus ancré dans la ville. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. Effectivement, il faut se conditionner, hein, c'est des dessins qui ont plus de 30 ans, mais avec des scénaristes, des dessinateurs très connus. Là, je vais juste citer Marv Wolfman. Ensuite, on a Alan Grant, bien sûr, Dennis O'Neill, Peter Milligan, Mike W. Barr. Je vais pas tous les faire, mais Jim Aparo est très connu aussi. Juste pour la petite anecdote, c'est super intéressant parce que le travail d'édito est formidable. Il y a des interviews et des intervenants qui laissent des pages ou double pages où ils parlent un peu du contexte de l'époque. J'en ai lu une plutôt sympathique où on parle même de quelqu'un un peu de l'ombre qui a malheureusement disparu. Et donc je trouve qu'au passage, ça permet de rendre hommage à ces gens-là qui ont travaillé, qui ont fait euh, du Chevalier Noir ce qu'il est aujourd'hui en comics. Donc trop cool. Alors la collection Chronicle, effectivement, c'est un beau bébé. Il y a 576 pages. Voilà, c'est des cadeaux, donc je vous mets les prix juste affichés là, mais je vais pas les citer. Ça sert à rien. C'est un choix, c'est comme ça. Voilà, donc il fait son entrée dans les années 90. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu aussi. Ah oui, il y a eu le Frank Miller qui est passé par là dans les années 80. Donc pas bête hein, pour Urban d'avoir sorti ses Chronicles à partir de 87. Et 2 volumes pour 87, je crois, 2 volumes pour 88, 3 pour 89, si je dis pas de bêtises. Donc trop content de découvrir ça. Je suis un enfant des années 90. Allez, on va remonter le temps, c'est trop cool. Batman Forever. Tac. En plus, il y a un signé dedans pour marquer les pages. J'adore les signés, c'est trop cool. Nouvelle œuvre, et ça, c'est un beau bébé. Je suis trop content parce que c'est un magnifique cadeau de ma belle maman. Merci beaucoup. Bon, je la remercie, je l'ai déjà remercié, mais là, elle verra pas la vidéo, mais c'est pas grave. Mais, franchement, elle a géré de ouf. Week-end, petit contexte. J'étais en week-end avec ma femme. Elle a pris en photo un des bouquins que j'ai tenu dans les mains en disant ça, un jour je me le prendrai. Ça a été très rapide, très subtil. Et ben, je l'ai reçu à Noël. Incroyable. Il s'agit de le Punisher Omnibus numéro 1. Et là, je suis trop content. En plus, je suis l'actualité parce qu'il y a le Omnibus numéro 3 qui sort tout juste. Il y en aura 4 pour regrouper tout le travail fait par Garcenis dessus, sur le personnage. Garcenis, un scénariste qu'on aime beaucoup en règle générale. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien comme thème la guerre, qui a un humour très noir, avec une violence qui est quand même assez trash. Et j'adore The Boys. J'adore The Boys, donc j'avais trop envie de découvrir le Punisher via son scénariste Garcenis. Et là, pour ce beau bébé, donc 1088 pages quand même, c'est nickel pour faire la muscu. Là, je fais le malin, mais j'essaie d'être. J'essaie de le tenir correctement. On a un Frank Castle qui est de retour à New York, donc c'est pas une origin story, hein, c'est des épisodes euh, qui sont qui sont hors de l'origin story, mais je suis trop content de découvrir ce Frank Castle qui va casser du mafieux. C'est un personnage que j'ai rencontré grâce au dessin animé Spider-Man en 94, et un peu plus profondément, parce que en plus c'était le dessin animé de 94, et bien sûr, je me rappelle qu'il a été pour la première fois vu avec le comics Spider-Man sorti en 74. C'est marrant parce que 74, il arrive dans le comics. 94, je l'ai découvert en dessin animé. 2004, il y a eu le film avec Tom Jane et John Travolta. Franchement, c'est un film qui est sous-coté, bah, surtout derrière John Bertal et son personnage, la série
Punisher, mais j'avais adoré cette vision du Punisher, c'était une bonne origin story quand même. Il y avait la totale hein, des comics, hein. Il y avait le russe dedans, il y avait le couple infernal là. Et là, je suis trop content parce que normalement, je crois qu'il y a le russe dans celui-là qui débarque. Voilà, Steve Dillon, qui travaillait sur Preacher avec Garcenis aussi. Donc, trop hâte, je suis trop content. Voilà, et puis je pense qu'on en fera une vidéo un peu plus dédiée. Et objectif de cette année, eh ben, Omnibus 2, Omnibus 3, et le 4, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, sûrement l'année prochaine, mais trop trop cool. Trop trop cool. Je sais que dans le 2, en plus, il y a le fameux Punisher Max, très connu, très recherché. Donc je suis trop content, trop content. Ah, le Punisher reprend sa guerre contre le crime. Allez, on va voir ça. Ça, c'est l'une de mes prochaines lectures aussi. Et nous arrivons à la dernière œuvre, et là je suis trop content parce qu'elle faisait partie de ma wishlist pour Noël. Donc c'est le seul titre qui en ressort, le reste c'est vraiment que de la surprise. Je suis trop content, je suis très chanceux, je suis très gâté. Et comme vous pouvez le voir derrière moi à ma droite, il y a Aucune tombe assez profonde de Scotty Young et Rory Corona. En bonus, Jean-François Beaulieu à la colorisation. Et je suis très content parce que du coup je me suis dit, waouh, j'ai adoré ce titre, comme beaucoup de personnes, même si je le trouvais rapide, je n'étais pas forcément en empathie totale avec le personnage principal, et ben je suis allé vers Middle West et là je suis trop content. Middle West, ça c'est formidable. Hop. Donc là c'est l'intégrale de la série, parce que je crois qu'à l'époque il y a eu 4 bouquins, et là l'intégrale en grand format Urban est sortie en 2024, il y a un an et demi pour être précis je crois, et ça regroupe les 18 chapitres de Middle West. Donc c'est du fantastique avec du gigantisme encore, hein. Là, c'est vraiment un thème récurrent à cette vidéo entre Ultra Mega, Murder Falcon. Du gigantisme et surtout, comme d'habitude, avec ce trio d'artistes, on a un fond assez intéressant. Là, on parle vraiment de l'héritage familial, le rapport au père. C'est un grand classique, mais c'est tellement efficace et tellement déterminant dans une vie. Euh, Ce qu'on a vécu avec nos pères euh, nous définit pas à 100%, mais il y a des choses qui restent. Après, c'est une histoire de choix. C'est à toi de choisir si tu vas reproduire les mêmes choses que ton paternel ou tu vas essayer de pousser un peu les choses différemment et d'ouvrir d'autres portes. Et là, comme on peut le voir sur cette couverture, cette cover, on a ici Abel qui est face à son père, transformé par la rage en cette espèce d'orage. Donc là, c'est sympa parce que c'est du fantastique, limite de la fantasy même, ancré dans le réel. En gros, on est dans cette campagne américaine très terre à terre avec des fermiers, tout ça. Et on a des, euh, des événements magiques avec un folklore, une mythologie propre à ce monde-là. Et et c'est formidable. J'ai dévoré ma lecture en 2 soirs, j'ai lu les 18 chapitres. Franchement, je suis trop content d'avoir découvert. Donc Scotty Young au scénario, Rory Corona au dessin, Jean-François Beaulieu à la colorisation. Franchement, la colorisation, elle est tellement importante dans ces récits. On devrait le mettre avec les deux autres artistes, hein. Jean-François Beaulieu, c'est exceptionnel. Donc Scotty Young et Rory Corona, c'est vraiment un duo d'artistes, un peu comme à l'instar de Daniel Warren Johnson et Max Spicer, c'est des mecs qui, quand ils bossent ensemble, bah, t'es sûr d'avoir une pépite. En suit Abel, la relation avec son père est très compliquée, sa maman est partie depuis pas mal de temps, son père veut que son fils soit un homme plutôt que prévu, il y a une pression constante par rapport au boulot, il n'y a aucun amour, c'est du conflictuel permanent. Et problème de ce genre de personnage, de figure paternelle, bah, c'est que quand on lui dit non, quand on défie son autorité, et ben là, ça devient violent. Ça devient vraiment violent. Il se mange une baigne, le gamin, et bien sûr, ça crée une rupture totale avec son père. Et là, le fantastique commence parce qu'il se transforme en cette espèce d'orage qui va poursuivre son fils. Son fils s'enfuit avec ce qui peut lui servir de meilleur ami, son animal. C'est un renard. Alors c'est intéressant parce que donc dedans, dans ce grand format, il y a des bonus. Et dans les bonus, on apprend quelque chose de cool. C'est qu'à la traduction française, ils se sont rendus compte qu'au troisième chapitre, troisième épisode, et ben qu'en fait, le renard était asexué. Je veux dire, il y a des personnages non genrés dans ce récit. C'est pas des choses que je relève, j'en ai strictement rien à faire. Mais là,
comme c'était traduit comme si le renard était masculin, c'est intéressant de voir que y a des petites choses comme ça qui peuvent nous échapper quand même. Donc, arrivé au troisième, ils se sont rendus compte, mince, en fait, il n'a pas de genre, ce renard. Donc là, il est masculin chez nous en France, ça gêne en rien à l'histoire, mais c'est des petites choses comme ça qu'on apprend dans les bonus qui sont super intéressants. Donc là, c'est une quête, hein. C'est une quête clairement de ce garçon qui se transforme en jeune homme. Donc au début, c'est quelqu'un bien sûr qui n'est pas sûr de lui, qui a subi hein, avec son père, et durant son voyage, parce que c'est une fuite et en même temps une quête de guérison. Il rencontre des personnages formidables qui sont très intéressants. Il y a des moments il y a des moments drôles aussi, et toujours avec des tableaux. Je pense au cirque, je pense euh, à l'épisode où il rencontre ce fameux personnage euh, en plein territoire hivernal. Il y a plein de personnages intéressants. Et 18 chapitres, c'est vrai que c'est un dessin qui évolue en plus, c'est ça, pas trop quand même, mais c'est un dessin qui évolue avec le temps. Donc c'est vraiment super intéressant, super intéressant. Voilà, une histoire prenante, touchante. Entre Murder Falcon, on a bien sûr The Moon is Following Us et là Middle West. Ces dernières semaines, je me suis fait vraiment plaisir avec ce genre de titre qui revient sur des thèmes humaines, à l'échelle humaine, dans du fantastique, gigantesque, enfin exceptionnel. On peut divertir tout en parlant de choses profondes. Ça fait du bien. Ça fait du bien ce genre d'œuvre. Ça fait vraiment du bien. Et Scotty Young et Jorge Corona, je sais qu'ils ont fait d'autres choses ensemble. Ça, pareil, je vais me tourner avec plaisir dessus. Mais là, Middle West, je pense que c'est vraiment leur titre phare. Aucune tombe assez profonde, vraiment bien, mais ça, c'est un cran largement au-dessus, quoi. Bon, je vous ai épargné les cadeaux un peu de daron solide, hein, comme les nappes, les chaussures. Je suis resté vraiment centré sur le comics. Et prochaine vidéo, je pense que je parlerai un peu de manga. Ça fait toujours du bien. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. La dernière vidéo a plutôt bien marché et j'ai eu des retours très positifs. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Au revoir et merci.